Les Chatburn Books, ce sont ces livres dont on a entendu parler et qu'il faudrait sans doute lire si on ne l'a pas encore fait. Ces livres qui nous sont transmis par toute notre culture, par toutes les cultures. Le Chatbird sur un bateau, sur un navire, c'est ce bel appareil de transmission par lequel le capitaine envoie des instructions très claires, non ambiguës, à ses mécaniciens pour leur permettre, en tout cas, de ne commettre jamais d'erreur, afin de garder le cap, le bon cap. Les livres de Chatburn, ce sont toujours ces livres qui sont présents à nos côtés. C'est notre patrimoine littéraire, celui qui nous permet de savoir où l'on va en sachant d'où l'on vient. Le Chatburn Book d'aujourd'hui est considéré comme un ouvrage manifeste de l'esprit décadent qui prend forme dans les dernières années du XIXe siècle. Ce roman s'intitule « À rebours ». Il date de 1884 et est signé par Joris Karl Huysmans. La particularité de ce roman est qu'il ne s'y passe pratiquement rien. La narration se concentre essentiellement sur le personnage principal, Jean des Esseintes, un anti-héros qui est à la fois maladif, esthète et excentrique. L'extrait d'aujourd'hui nous est proposé par Ludovic Manvy, professeur en éducation socio-culturelle au lycée Kyoto de Poitiers. Le mouvement lui paraissait inutile, et l'imagination lui semblait pouvoir aisément suppléer à la vulgaire réalité des faits. À son avis, il était possible de contenter les désirs réputés les plus difficiles à satisfaire dans la vie normale, et cela par un léger subterfuge, par une approximative sophistication de l'objet poursuivi par ses désirs mêmes. En transportant cette captieuse déviation, cet adroit mensonge dans le monde de l'intellect, nul doute qu'on ne puisse, et aussi facilement que dans le monde matériel, jouir de chimériques délices semblables, en tout point, au vrai. Nul doute, par exemple, qu'on ne puisse se livrer à de longues explorations, au coin de son feu, en aidant au besoin l'esprit rétif ou lent par la suggestive lecture d'un ouvrage racontant de lointains voyages. Nul doute aussi qu'on ne puisse, sans bouger de Paris, acquérir la bienfaisante impression d'un bain de mer. Il suffirait tout bonnement de se rendre au bain Vigier, situé sur un bateau en pleine Seine. Le tout est de savoir s'y prendre, de savoir concentrer son esprit sur un seul point, de savoir s'abstraire suffisamment pour amener l'hallucination et pouvoir substituer le rêve de la réalité à la réalité même. Au reste, l'artifice paraissait à des Esseintes la marque distinctive du génie de l'homme. Comme il le disait, la nature a fait son temps. Elle a définitivement lassé, par la dégoûtante uniformité de ses paysages et de ses ciels, l'attentive patience des raffinés. Au fond, quelle platitude de spécialiste confiné dans sa partie, quelle petitesse de boutiquière tenant tel article à l'exclusion de tout autre, quel monotone magasin de prairies et d'arbres, quelle banale agence de montagnes et de mer. Il n'est d'ailleurs aucune de ces inventions réputées si subtiles ou si grandioses que le génie humain ne puisse créer. Aucune forêt de Fontainebleau, aucun clair de lune que des décors inondés de jets électriques ne produisent, aucune cascade que l'hydraulique n'imite à s'y méprendre, aucun roc que le carton-pâte ne s'assimile, aucune fleur que de spécieux taffetas et de délicats papiers peints n'égale. À n'en pas douter, cette sempiternelle radoteuse a maintenant usé la débonnaire admiration des vrais artistes, et le moment est venu où il s'agit de la remplacer, autant que faire se pourra, par l'artifice. Et puis, à bien discerner celle de ses œuvres considérées comme la plus exquise, celle de ses créations dont la beauté est, de la vie de tous, la plus originale et la plus parfaite, la femme. Est-ce que l'homme n'a pas, de son côté, fabriqué, à lui tout seul, un être animé et factice qui la vaut amplement au point de vue de la beauté plastique? Est-ce qu'il existe, ici-bas, un être conçu dans les joies d'une fornication et sorti des douleurs d'une matrice dont le modèle, dont le type soit plus éblouissant, plus splendide que celui de ces deux locomotives adoptées sur la ligne du chemin de fer du Nord? L'une, la Crampton, une adorable blonde, à la voix aiguë, à la grande taille frêle, emprisonnée dans un étincelant corset de cuivre, au souple et nerveux
allongement de chatte, une blonde pimpante et dorée, dont l'extraordinaire grâce épouvante lorsque, raidissant ses muscles d'acier, activant la sueur de ses flancs tièdes, elle met en branle l'immense rosace de sa fine roue et s'élance toute vivante en tête des rapides et des marais. L'autre, Lengers, une monumentale et sombre brune aux cris sourds et rauques, aux reins trapus, étranglée dans une cuirasse en fonte, une monstrueuse bête à la crinière échevelée de fumée noire, aussi roues basses et accouplées. Quelle écrasante puissance lorsque, faisant trembler la terre, elle remorque pesamment, lentement, la lourde queue de ses marchandises. Il n'est certainement pas, parmi les frêles beautés blondes et les majestueuses beautés brunes, de pareil type de sveltesse délicate et de terrifiante force. À coup sûr, on peut le dire, l'homme a fait dans son genre aussi bien que le Dieu auquel il croit. Ces réflexions venaient à Des-Esseintes quand la brise apportait jusqu'à lui le petit sifflet de l'enfantin chemin de fer qui joue de la toupie, entre Paris et Sceaux. Sa maison était située à 20 minutes environ de la station de Fontenay, mais la hauteur où elle était assise, son isolement, ne laissait pas pénétrer jusqu'à elle le brouhaha des immondes foules qu'attire invinciblement le dimanche le voisinage d'une gare.